Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose de vous aider à trouver des structures de soins adaptées aux troubles du comportement alimentaire. Nous avons vu dans le reportage précédent qu'il était important de prendre en charge rapidement cette maladie pour éviter une évolution vers une forme chronique. Nous allons donc voir ensemble, pas à pas, les différentes étapes de cette démarche de soins. Alors, première étape, comme me l'a dit mon médecin traitant, je me rends sur internet et je tape AVDAS TCA. Alors effectivement, l'AVDAS TCA, c'est une association qui regroupe des spécialistes du dépistage, du diagnostic, de la prise en charge, du traitement et de la recherche sur les troubles du comportement alimentaire. Il y a aussi des représentants de fédérations et d'associations de familles et d'usagers. Comme prévu, j'y apprends énormément de choses, notamment sur l'importance de consulter au début lors de l'installation de la maladie. Alors, j'apprends aussi qu'il est indispensable d'avoir un environnement adapté pour se libérer de ces symptômes avant qu'ils ne deviennent trop sévères. Environnement adapté pour soigner une maladie, c'est bien sûr auprès d'un professionnel de santé, un médecin traitant, un psychiatre, son pédiatre, etc. Bon, je vais donc aller voir mon médecin traitant et regarder de plus près comment cela se passe et lui demander de me traiter comme si j'étais une patiente atteinte de troubles du comportement alimentaire. Alors Solène, que puis-je faire pour vous? Bien écoutez, je viens vous voir pour une consultation parce que je me suis renseignée sur différents sites internet et malheureusement je pense souffrir de troubles du comportement alimentaire. Écoutez, je vous félicite d'avoir pris ce rendez-vous parce que c'est toujours difficile une première consultation pour parler de ça. Oui, effectivement, j'ai cru comprendre que c'était pas chose aisée de venir vous voir, mais... Oui, effectivement, il est fréquent qu'il y ait un frein à prendre rendez-vous, soit parce que vous n'êtes pas convaincu d'être malade, vous pouvez avoir honte d'en parler, n'avoir personne pour vous aider, ou ne pas vous sentir suffisamment soutenu par votre entourage. Mais vous êtes venu et c'est ça qui est important. Cette première consultation va nous permettre de poser un diagnostic sur votre trouble et ça vous permettra de vous sentir moins isolé face à vos symptômes. Alors effectivement, j'ai vu sur le site de l'AVDAS que l'anorexie mentale intervenait souvent dans un contexte de rupture affective. Alors justement, est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur le déroulement d'un TCA ? Oui, alors la phase d'installation d'un TCA est progressive. Ça commence souvent par une insatisfaction corporelle pour un surpoids réel ou imaginaire. La déstabilisation des habitudes alimentaires coïncide fréquemment avec une circonstance de séparation d'un proche ou d'éloignement. Ça peut être un éloignement du domicile parental, un séjour à l'étranger, la perte ou la disparition d'un proche, une rupture sentimentale ou une histoire d'amour. Plus particulièrement en cas d'anorexie mentale, avec l'amaigrissement, cette phase est marquée par une sensation de mieux-être, en raison d'une valorisation sociale, d'un sentiment de plus grande confiance en soi. À ce stade, les choses de la vie courante paraissent plus faciles, donc on n'a pas envie de consulter. Il faut s'inquiéter quand l'amaigrissement et les changements alimentaires persistent et s'amplifient, quand le poids, le corps, l'alimentation, les calories deviennent obsédants, quand vous vous isolez et que vous n'arrivez plus à en parler à vos proches. Mais alors, maintenant que je suis là, comment ça va se passer ? Dans un premier temps, je vais rechercher les risques vitaux pour éliminer une situation qui nécessiterait une hospitalisation en urgence. Alors, dans votre cas, il n'y a pas d'urgence, ce qui va me permettre de pouvoir évaluer la gravité de votre maladie afin de vous orienter vers des soins adaptés. Et cette évaluation, elle se déroule comment ? Donc, tout d'abord par le biais du dialogue, d'entretien. Parfois, plusieurs rencontres seront utiles. Elles permettent de créer un lien de communication, de confiance mutuelle. C'est l'occasion d'apprendre à mieux vous connaître et de réaliser des examens complets, cliniques et selon les besoins, des bilans sanguins, radiologiques, voire psychologiques. Ces premiers entretiens visent à définir les caractéristiques de votre maladie, la gravité de votre trouble du comportement alimentaire, l'apparition ou non de complications physiques et ou psychiques et l'existence de comorbidités. Ces entretiens vont permettre de déterminer l'implication de votre entourage dans votre parcours de soins et aussi votre situation géographique par rapport aux différents lieux de soins. Voilà. Donc ces entretiens vont permettre de définir le stade de votre maladie et les différentes possibilités de traitement et de prise en charge. Alors justement, docteur, comment fonctionnent ces prises en charge ? Alors il faut savoir que la prise en charge des troubles du comportement alimentaire est transdisciplinaire.
Alors, transdisciplinaire, je ne comprends pas le terme. Alors, c'est-à-dire que plusieurs disciplines, médicales et paramédicales, devront s'accorder pour vous aider dans le traitement de votre TCA. Parce que les répercussions du trouble alimentaire touchent tous les domaines, d'où la nécessité d'une prise en charge globale. Et pour que la prise en charge soit efficace, nous allons constituer autour de vous une équipe soutenante qui permet une collaboration sereine et adaptée entre vous et les soignants, votre entourage et les soignants, vous et votre entourage. Cette collaboration doit être constante et se faire dans une confiance mutuelle entre tous les protagonistes. Une alliance thérapeutique va se construire petit à petit. Ok, alors je comprends bien l'idée d'alliance thérapeutique. En revanche, c'est déjà compliqué de devoir trouver un peu de temps pour caler un rendez-vous avec un seul soignant dans son emploi du temps. Donc là, s'il doit y en avoir plusieurs, ça me paraît compliqué. Oui, je comprends, mais on parle de votre santé est prioritaire. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on est atteint d'une maladie, si on ne s'occupe pas de sa santé, on finit par ne plus pouvoir faire ce que l'on aime. Donc laissez-vous et laissez-nous le temps de faire le point sur la prise en charge que nous pourrons vous proposer et sur celle que vous désirez. Voilà, la fréquence, la diversité des rendez-vous varieront en fonction de vos besoins, de l'évolution de vos symptômes. Les rendez-vous pourront être quotidiens, hebdomadaires ou plus espacés en fonction de l'évolution de la maladie. Ok, mais je ne vois pas comment je peux m'organiser pour prendre tous ces rendez-vous. Oui, alors vous allez d'abord choisir un médecin coordinateur des soins. Le médecin coordinateur des soins, c'est son rôle de coordonner l'ensemble des intervenants qui vont traiter les différents aspects de la maladie, somatiques, psychiques, nutritionnels, sociaux. C'est le médecin de votre choix, généraliste, psychiatre, pédiatre pour faire le lien. Ça sera votre médecin référent. Nous allons donc commencer votre prise en charge. Je vais d'abord vous examiner, vous remettre une ordonnance pour une prise de sang à faire en ville. Et ensuite, je vais vous remettre les coordonnées de médecins spécialisés dans les troubles du comportement alimentaire. Au revoir, docteur. Et c'est parti. Bonjour docteur, alors je viens vous voir de la part de mon médecin traitant parce que d'après lui, je souffre d'un trouble du comportement alimentaire. Oui, il m'a adressé un courrier pour m'informer de votre venue. Eh bien parfait. Alors dites-moi, à quoi je dois m'attendre? Tout va dépendre de la gravité de votre état. Concrètement, il existe 3 niveaux de soins. La première est la prise en charge ambulatoire, c'est-à-dire en consultation, comme vous avez déjà commencé à le faire. Alors, chez un médecin généraliste, un pédiatre, un psychologue, un diététicien, un nutritionniste. Il existe aussi des associations d'entraide ou des associations de soins destinées aux malades. Car, comme votre médecin traitant vous l'a dit, la prise en charge est transdisciplinaire. Cette prise en charge ambulatoire sera privilégiée si la maladie est à un stade peu avancé. Si l'on constate que la maladie est à un stade plus avancé, on va combiner ce suivi ambulatoire avec des journées d'hôpital de jour. Alors, ces journées d'hospitalisation servent à sortir d'un isolement parfois imposé par la maladie, de soulager les tensions familiales par une séparation temporaire et de réorganiser votre temps perturbé par des contraintes alimentaires. La fréquence des journées est décidée avec vous et avec le responsable de l'hôpital de jour. La prise en charge en hôpital de jour, en alternance avec les consultations en ville, peut permettre d'aller mieux. Si ce n'est pas le cas, elle peut être temporaire afin de préparer une hospitalisation à temps plein. Mais c'est-à-dire qu'une hospitalisation à temps plein, ça fait un peu peur quand même. Il ne faut pas avoir peur. Lorsque les troubles du comportement alimentaire sont trop difficiles à traiter à la maison, une hospitalisation à temps plein peut être mise en place avec vous. En dehors de situation d'urgence, cette hospitalisation sera discutée avec vous et votre famille et le médecin coordinateur. Cette hospitalisation permet des soins intensifs et se prépare idéalement au travers d'entretiens d'information, de discussions du projet de soins. Votre médecin coordinateur conservera son rôle et sera en lien fréquent avec l'équipe d'hospitalisation. Avant d'être hospitalisé, vous pourrez visiter avec votre famille le service qui vous accueillera et rencontrer les équipes qui vous accompagneront. Le temps de préparation est un temps privilégié de la prise en charge. Si vous avez besoin d'être à l'hôpital, vous ne serez de ce fait plus en famille. Cette séparation devra être aménagée pour que vous et votre famille puissiez le supporter. L'entourage aussi sera accompagné dans cette hospitalisation. C'est une épreuve pour tout le monde. Il existe des groupes de parents, des thérapies familiales. On peut aussi proposer des entretiens médicaux avec vos proches, bien sûr en votre présence.
Vous serez accompagné et entouré par des soignants que vous pourrez solliciter à tout moment. Les journées seront rythmées de façon à alterner les activités thérapeutiques et les temps de repos. On peut envisager l'hospitalisation de plusieurs façons. Elle peut être bénéfique sur une durée de plusieurs semaines, mais il est aussi possible d'avoir besoin d'hospitalisation courte. Vous pouvez être hospitalisé seulement de nuit. Cela vous permet, si cela reste possible sur le plan physique et psychique, d'aller travailler ou de poursuivre vos études pendant la journée. En fin de prise en charge hospitalière, on pourra programmer des sorties d'hospitalisation de quelques jours afin de reprendre contact progressivement avec le monde extérieur. Au terme de la prise en charge, des hospitalisations de quelques jours pourront être décidées pour faire le point de façon plus approfondie qu'en consultation et vous soutenir contre le risque de rechute. Toutes les études montrent que votre pronostic s'améliore avec les soins. Il faut savoir accepter des soins de qualité et d'une durée suffisamment longue. Pour conclure, ces 3 niveaux de soins s'articulent donc entre eux, suivant une logique d'accompagnement vers la guérison et peuvent changer tout au long de votre prise en charge. De plus, lors des premiers entretiens, il sera capital de prendre en compte votre situation géographique. Selon les moyens dont votre région dispose, la prise en charge ne se déroulera pas de la même façon. D'accord, mais combien de temps va durer la prise en charge? Que cela soit en hospitalisation ou en consultation régulière, l'objectif sera de contrôler les symptômes. Une fois leur contrôle obtenu, vous allez entrer dans une phase de rémission, pendant laquelle un suivi régulier doit être maintenu, afin de pouvoir consolider les changements, prévenir le risque de rechute et de chronicisation. Il est donc recommandé que les soins hospitaliers, si vous en avez bénéficié, soient relayés par des soins d'hôpital de jour ou en consultation, car on ne sort pas guéri. C'est quoi la phase de rémission? La rémission se définit par le fait de pouvoir avoir conscience de sa maladie, parvenir à normaliser ses comportements alimentaires, son poids, son activité physique. Être en rémission vous permettra de reprendre normalement votre scolarité ou votre activité professionnelle, d'établir des relations amicales, nouvelles, d'améliorer les relations avec votre famille, de concrétiser un projet d'autonomie, nouveau logement, voyage, être amoureux. Mais vous avez dit on ne sort pas guéri? Vous vous sentirez guéri lorsque vous n'aurez plus à lutter quotidiennement contre la maladie. Vous aurez le sentiment d'être libéré de vos symptômes. Cela correspond au fait de maintenir une rémission complète pendant plusieurs mois. Malheureusement, parfois la rémission n'est pas complète. Il persiste quelques symptômes qui peuvent être gênants au quotidien et qui impliquent que votre prise en charge thérapeutique soit maintenue. Des symptômes peuvent également réapparaître. Votre médecin référent est là pour vous aider à repérer les signes de rechute et proposer des soins adaptés. Il vous aide à rester vigilant. Attendez, je ne suis plus malade, mais je dois rester vigilant? Oui, il y a des périodes de la vie de chacun où on peut être plus vulnérable. C'est une chose normale, mais c'est là qu'il faut apprendre à être vigilant. Les symptômes alimentaires peuvent s'installer à nouveau. Vous pouvez par exemple vous peser à nouveau tous les jours alors que depuis des mois vous n'y pensiez plus. Puis d'autres signes s'ajouteront. Vous allez faire plus de sport, arrêter de mettre des matières grasses pour cuisiner, être angoissé au moment des repas, et la rechute sera là. Bon, eh bien je pense que j'ai bien compris, j'ai bien suivi vos explications, docteur. Alors dans ce cas, je vais pouvoir commencer mon parcours de soins. En réalité, en venant voir votre médecin traitant, vous avez déjà commencé votre parcours de soins. J'ai ici avec moi les résultats de vos analyses qu'elle m'a adressées. Nous allons réfléchir à une prise en charge adaptée pour vous. Voici une liste de structures. Vous pouvez commencer à vous renseigner la tête reposée. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, nous en discuterons ensemble. Ben, merci beaucoup docteur, merci infiniment de m'avoir reçu. Merci, au revoir. Et bien voilà, nous arrivons au terme de cette émission. J'ai reçu beaucoup d'informations aujourd'hui concernant le parcours de soins et je réalise qu'il n'est pas possible de rester seul face à cette maladie. Je vais donc prendre le temps d'assimiler toutes ces informations que j'ai reçues et ensuite j'irai visiter les endroits qu'il y a sur ma liste.